Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club, et aujourd'hui on va parler d'une de mes spécialités. Si tu as déjà écouté quelques-uns de mes podcasts, je t'ai parlé de mon histoire personnelle. Et il y a eu beaucoup de galères dans cette histoire personnelle, surtout sur mon premier achat, parce que déjà je m'étais formé avec des Français, et il n'y avait pas grand-chose d'applicable en fait, de très concret, d'applicable, et je suis tombé dans je vais le dire, dans un piège assez violent quand je me suis lancé, c'est que j'ai acheté dans ce qu'on appelle, roulement de tambour, un domaine de loisirs, un domaine de vacances. Alors, faut savoir qu'il y a environ moins de 1% du territoire belge, mais wallon, qui est cadastré comme domaine de loisirs, domaine de vacances. Et en fait, je voulais te faire un petit épisode sur ce sujet-là parce que il y a des choses à savoir. Il y a vraiment des choses à savoir et il faut en être conscient. Il faut accepter les avantages, bien évidemment, qui sont très nombreux et très puissants. Et il faut aussi accepter les désavantages parce que moi, je vois beaucoup de gens sur Internet qui te vendent un peu monts et merveilles, mais qui ne te donnent pas les downsides. Dans la vie, il y a toujours des risques, surtout dans l'immobilier, et il y a des côtés négatifs et il y a des côtés positifs. Et les domaines de vacances, c'est très spécifique. Et moi, j'ai eu... Est-ce que c'est de la chance? Pour moi, c'est de la malchance, vraiment, parce que ça a compliqué beaucoup. Déjà, pour moi, par rapport à la France, à l'époque, je m'étais formé avec des Français, c'était un peu le niveau cauchemar par rapport au niveau facile. Et là, rajouter en plus dans les domaines de vacances, ça a été la galère monumentale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par domaine de vacances, on va dire domaine de loisirs? En fait, c'est une toute petite partie du territoire, comme je te dis, 1% du territoire belge qui est cadastré comme ça. Et en fait, c'est des espèces de domaines de vacances. Le terme est assez bien choisi parce que historiquement, c'était des domaines qui ne servaient que pour la villégiature, comme on dit, pour le loisir. Donc, c'était des domaines qui ont été pensés avec des très régulièrement, hein, c'est des petites cabanes, des caravanes, des petits bungalows, des petites maisons un peu en tôle, et donc qui ont été pensées pour les vacances en fait, vraiment pour pas y vivre, on va dire ça comme ça, pour ne pas y vivre. Et ça c'était à l'époque, dans les années 70, 80, il y en a beaucoup qui ont fleuri, et donc au fur et à mesure du temps, il s'est avéré qu'il y a des gens qui ont commencé à habiter dans ces domaines de vacances. Et donc, c'était plus du tout leur fonction première. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de domaines de vacances où on ne peut pas se domicilier. Et ça, c'est un point négatif. Il y en a où on peut se domicilier, donc ça, c'est bien, c'est positif. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la banque, un bien où on ne peut pas se domicilier, où tu ne peux pas avoir la preuve formelle qu'on peut se domicilier, ça complexifie les démarches à la banque. Donc déjà, ça c'est assez chiant. Mais il y en a quelques-uns qui sont un peu plus au standing. Par exemple, là où j'ai acheté à l'époque mes 3 premiers biens étaient dans un domaine de vacances un peu plus au standing, c'est-à-dire que ce n'était pas des caravanes, ce n'était pas de la tôle, c'était vraiment de la brique, des ardoises naturelles et on peut toujours s'y domicilier. La preuve, je m'y suis domicilié moi-même. Mais donc, quand on comprend ça, on comprend le premier point qui est le plus problématique dans les domaines de vacances. Je te fais d'abord le côté négatif, je préfère, et puis je te donnerai le côté positif. Parce qu'il y en a un, et je n'ai pas acheté 3, en fait j'en ai acheté 4 et puis j'en ai revendu une, mais je n'avais pas acheté 3 biens dans un domaine de vacances. C'est ça qui m'a rendu libre financièrement, c'est pas pour rien, et tu vas comprendre pourquoi. Mais, le gros désavantage, c'est que c'est très difficile à financer avec les banques. Les courtiers, je te le dis déjà, si tu leur parles de domaine de vacances, domaine de loisirs, t'oublies. Les courtiers ne vont jamais financer ça avec leur banque d'investissement parce que les banques ont une politique quasi proche de zéro investissement dans les domaines de vacances. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'y domicilier, parce que ce n'est pas de la brique, c'est de la tôle, les caravanes, tous ces bordels-là, elles ne veulent pas en entendre parler. Et moi, je ne le savais pas à l'époque. Donc quand je me suis lancé, ça a été la claque monumentale. Moi, je signe 2 maisons, j'ai besoin d'un crédit pour 2 maisons qui sont toutes les 2 dans le même domaine. Et là, les banques me disent toutes, on finance pas. On finance pas, on finance pas, on finance pas. Et donc, ça a été très compliqué. Et pourquoi elles ne veulent pas financer? Parce que
c'est à juste titre quand même, on ne peut pas leur en vouloir, mais elle justifie que la valeur ne va pas augmenter comme de la brique, on va dire ça comme ça ne va pas monter en valeur et que s'ils doivent le revendre, elle n'a pas une vraie valeur. Et donc, elles ne veulent pas prendre d'hypothèque sur ce genre de biens immobiliers. En tout cas, très 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 peu de banques. J'en connais qui le font. Il y en a, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et ça, je ne vais pas te le dire ici, bien évidemment. C'est ce que j'explique aux clients qui veulent investir dans des domaines de vacances. Mais c'est possible, j'en connais. Donc voilà. Et donc ça, c'est le plus gros désavantage. Parce qu'en fait, tu vas en chier, clairement, pour obtenir un crédit pour un domaine de vacances. Là où ça va être possible, mais c'est tout à fait logique, c'est si tu mets un collatéral, si tu mets une garantie. Si tu mets une garantie de la valeur du bien que tu veux financer et que tu dis, voilà, je mets... mon bien coûte 150 000 euros dans le domaine de vacances, travaux compris, et moi je mets 150 000 euros de ma maison en garantie. Là, je peux te dire par contre que la banque va accepter, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais aller financer ça sans garantie, c'est très 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 difficile. La deuxième chose, tu l'auras compris, et pour moi, c'est pour ça que moi j'arrête un peu avec le domaine de vacances. Ça m'a bien lancé, parce que les aspects positifs sont très très violents. Mais la deuxième chose qui est forcément difficile, c'est que ça reste dans cette logique avec les banques. Si les banques ne les reconnaissent pas et qu'elles ont difficile à les financer et qu'elles ne veulent pas prendre d'hypothèque dessus, ben tu l'auras compris, la plus-value potentielle que tu fais avec ces maisons-là va être très difficile à mettre en garantie. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est avec ces mêmes banques qui sont d'accord de les financer, bien évidemment. Et ce n'est pas des caravanes, bien évidemment. Moi ici, je te parle, j'ai 3 maisonnettes. C'est des maisons en briques, en ardoise naturelle, où on peut se domicilier. Je ne pense pas que si c'est des caravanes un peu cheap, un peu baraki, que les banques seraient d'accord de me les financer. Donc il faut faire très attention à ça, parce que tu ne vas pas pouvoir les remettre en garantie. Si on parle de... Les maisons que j'ai là en briques et ardoise, c'est très rare dans le domaine de vacances. C'est surtout des petits chalets en bois, en tôle, des caravanes. Et ça, difficile à financer et impossible à remettre en garantie. Donc c'est assez problématique si tu veux utiliser la théorie des dominos que je t'ai déjà enseigné ici et qu'on enseigne dans les conférences. C'est le cœur de notre méthode, c'est-à-dire la mise en garantie pour aller chercher un nouveau bien immobilier plus rapidement. Tu ne vas pas savoir le faire ici. Voilà, je te le dis, tu ne vas pas savoir le faire ici ou de manière très difficile. C'est pas impossible, mais c'est choisir le chemin le plus complexe. Et moi, en fait, je suis tombé dedans sans le vouloir. Je savais pas à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de formation là-dessus, personne ne fait des domaines de vacances, vu que ça représente qu'1% du territoire belge. Mais bon, voilà, je suis tombé dedans et déjà que c'était difficile en Belgique, j'ai pris le niveau encore le plus difficile possible et imaginable en Belgique. Et moi, j'ai réussi les 2 maisons qui avaient un crédit de 170 000 euros, travaux compris, avec les frais de notaire, ont été financées par la banque à 125% pour la simple et bonne raison que j'ai convaincu un tiers affectant, mes parents, de mettre leur maison qui était libre d'hypothèque en garantie. Je les remercierai jamais assez pour ça. Il faut savoir utiliser les cartes qu'on avait en main. Ça n'a pas été une mince affaire de les convaincre. Ça, je te dis pas, j'ai dû faire des présentations PowerPoint, des études chiffrées, tout ça. Mais j'ai réussi et c'est eux qui m'ont permis d'acheter ces 2 premières maisons dans un domaine de vacances et de loisirs. Donc voilà, comme ça, tu le sais. Voilà, c'est important à savoir, c'est les désavantages. Maintenant, c'est quoi les avantages? Pourquoi tout le monde s'intéresse au domaine de loisirs et vacances? Récemment, ça a fait un boom, mais colossal depuis le Covid. C'est un délire, c'est vraiment un délire. Je vais te parler des chiffres. Pourquoi? Déjà parce que les domaines de vacances sont souvent dans des trucs boisés, nature, ce que les gens recherchent énormément depuis qu'ils ont été cloîtrés pendant 2 ans et demi avec le Covid. Donc les prix ont explosé. Et donc si tu as fait des bonnes affaires ou si tu peux faire des bonnes affaires à des prix pas chers, les retaper, ça va partir rapidement à des prix super méga élevés. Je parlais avec un investisseur ce matin, il me disait, regarde là, en face de ma maison, du bien que j'ai acheté, qui est dans un domaine aussi du côté de Dinan, Astières, il me dit, regarde, voilà, tu en donnerais combien toi? Et je dis, écoute, elle était pas rénovée, elle avait pas été, les finitions n'étaient pas faites. Le chalet extérieur était vraiment pas terrible, mais à l'intérieur c'était propre, c'était décoré, mais les finitions n'étaient pas faites. Il fallait finir de plafonner, il fallait finir de peindre, donc voilà, c'était quand même propre.
Et bon, c'était 40 mètres carrés, quoi. Je me dis, bon, faut pas déconner. Et moi, je dis un prix 120 000. Je me dis, c'est super cher déjà. Il me dit, c'est parti à 150 000 euros. Donc, ça part très vite. J'en ai vendu un, moi, qui était dans un état déplorable. Je l'ai acheté 59, je l'ai revendu 90 presque en un claquement de doigts. Donc, il y a une très, 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 très gros engouement sur les domaines de loisirs. Si tu es un peu manuel, tu peux les acheter peu cher et les revendre avec des belles plus-values très, très rapidement. C'est très demandé. Donc, ça, c'est très positif. Et le prix est souvent très bas. Alors là, il a bien augmenté pour les domaines de loisirs, enfin les maisons, mais c'est comme dans tout, qui sont refaits à neuf. Mais il y a des poubelles, comme partout dans les domaines de loisirs, il y a des poubelles dans l'IMO, aussi dans les domaines de loisirs. Ça, tu peux faire des très 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 bonnes, des très bons deals avec ça. Et là, c'est des machines à cash. Tu vas aller chercher une caravane à 25, 30 000, 40 000 euros. Tu vas la financer ici avec un prêt à tempérament. Tu mets un peu de cash, tu mets 20 000 euros, je sais pas, ou 10 000 euros dans la caravane en fonds propres. Tu fais 10 000 euros de travaux. Tu es à 40 000 euros. Ça va cracher. Ça va cracher. En gros, le gros avantage, c'est le cash flow. C'est des petites machines à cash. Tu en empiles 4-5. 4-5 pour moins de 200 000, je dis n'importe quoi, hein, voilà. Et tu vas gagner 2005, 3000 assez facilement. Ça va être difficile à financer, mais putain, ça va rapporter. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, prix d'achat très bas, une vraie machine à cash, prix très faible, une rentabilité en location courte durée extrêmement, extrêmement importante. Et donc voilà, ça c'est le vrai avantage. Et quand je te dis que ça a pris beaucoup en valeur, maintenant, il y a encore des coûts à faire, hein, bien évidemment, mais il y a encore des coûts à faire. Mais pour moi, les gros coûts ont été faits avant le Covid. Je prends l'exemple. J'ai acheté une maison à 75 000 euros travaux compris, elle en vaut 145. Une à 65 000, elle en vaut maintenant 145. Une à 90 000, elle en vaut maintenant 145. Bon, elles valent toutes 145, c'est tous le même modèle de maison, dans le même domaine, c'est pour ça, si jamais. Mais donc, il y a vraiment il y a vraiment du cash à faire là-dedans, sur ces petites choses. Mais les gros désavantages, c'est au niveau des financements, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on retient, ce qu'on conclut, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait comme conclusion? Il faut absolument faire des clauses de crédit quand on fait des deals dans des domaines de loisirs. Il faut savoir que ça va être difficile d'activer la théorie des dominos, la mise en garantie pour pallier un peu les fonds propres avec les domaines de loisirs. A contrario, très peu de maisons en domaine de loisirs vont te rendre avec très peu, un montant financier très faible, on va dire ça comme ça, tu vas pouvoir générer des revenus très 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 importants. Donc, si c'était à refaire, est-ce que je le ferais? Oui, sans hésiter, je le referais. Mais j'y réfléchirais quand même à 2 fois. Peut-être que je n'aurais acheté que 2, pas 3, et que je serais allé directement vers un bien plus traditionnel pour mon 3e et 4e achat. Là, il a fallu attendre 4 achats avant que je me dirige hors des domaines de loisirs. Pour moi, c'était un peu beaucoup, mais je connaissais que ça à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Mais si c'était à refaire, j'y réfléchirais. C'est dans une stratégie qu'il faut vraiment réfléchir, parce qu'une stratégie qui est tout à fait possible, qui commence à me tourner beaucoup dans la tête, c'est les conserver pendant 5 ans, les revendre pour être pas de plus-value. Bon, après, il faudra voir au niveau impôts et fisc, hein, mais les revendre, avoir encaissé beaucoup de cash parce que c'était très rentable, et avec la plus-value, les réinvestir dans des plus gros trucs moins exotique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, tu sais désormais tout sur les domaines de loisirs et de vacances. C'est très très spécifique, c'est très 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 marginal, mais si tu t'aventures là-dedans, il faut savoir les avantages et les désavantages, parce que moi, ça m'aurait vraiment bien, j'aurais vraiment bien été intéressé de les connaître avant tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a appris des choses. Belle journée à toi, et on se retrouve dans un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!